Notre communauté, Haven, est passionnée par la longévité. Le mot longévité, quelle est votre définition de la longévité? Quelle est votre compréhension de ce mot? Alors la longévité, moi je ne sais pas trop comment la définir. On sait aujourd'hui que chaque espèce a une longévité, c'est-à-dire une durée de vie, de la naissance à la mort, qui est différente. La souris, c'est 3 à 4 ans. L'homme, on estime que la durée de vie normale, hein, hors maladie, c'est 110 ans. 110 ans. On n'en est pas très loin. On n'en est pas très loin. On n'est pas très loin. C'est ce qui était estimé. Alors est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas. Les causes de décès sont très différentes aussi d'une espèce à l'autre. Chez le rat, chez la souris, ce sont les tumeurs. Chez l'homme, c'est les maladies cardiovasculaires ou les tumeurs. Les animaux à quatre pattes n'ont pas de maladie cardiovasculaire. Alors je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et un exemple intéressant qui met l'accent sur la difficulté quelquefois d'extrapoler des résultats de l'animal à l'homme, c'est la cause de décès du saumon, qui est assez mal connue. C'est que le saumon subit un vieillissement accéléré, mais après qu'il ait produit un effort intense de reproduction. Alors imaginez que si c'était appliqué à l'homme, ça marcherait pas vraiment. Mais il y a une théorie qui dit que, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que la nature nous a programmés uniquement à procréer. À partir du moment où on a procréé, la nature nous lâche de la nature. Et c'est pour ça qu'on commence à vieillir de manière plus ou moins accélérée. Parce que la nature ne s'intéresse plus à nous à partir du moment où on s'est reproduit. Euh, la reproduction est en effet mise en avant chez toutes les espèces. La priorité, c'est se reproduire. Mais dire qu'après, il y a un vieillissement accéléré, non. Il- non. Victor Hugo fut père à 80 ans, hein, vous savez. Euh, J'allais dire, la femelle dans l'espèce humaine est la seule qui connaisse une ménopause. Ça n'existe pas dans le règne animal. Et ça veut dire quoi pour vous? Ça, alors ça, j'en sais rien. D'accord. Je sais que dans notre espèce, la femme est la seule qui voit brutalement cesser ses fonctions de reproduction à un âge moyen de 50 ans. Ça n'existe pas, à ma connaissance ailleurs, dans le règne animal. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Alors, évidemment, elles ont plus de soucis. C'est vrai qu'elles ont plus de soucis après, elles rejoignent en quelque sorte les hommes, qui eux vieillissent de façon plus linéaire. Les femmes vieillissent moins vite et après un petit peu plus vite, surtout sur le plan osseux, pour des raisons hormonales. On en parlera. Est-ce que, du coup, on revient sur cette idée, pour vous, euh, l'espèce humaine, un homme, une femme, est-ce qu'on a une date de péremption? Jusqu'à où on devrait pouvoir aller si euh, on appliquait bien, par exemple, tous vos conseils, si on n'est pas puni par enfin, par notre génétique. Une date de péremption chez l'homme ou la femme, je ne crois pas. Il y a une longévité maximale qui est estimée à 110 ans. Alors, on n'en est pas très loin aujourd'hui. C'est un bel objectif. Bon, surtout c'est d'y arriver en bon état. C'est ça le sujet. On va en parler. À partir de quel âge on commence à vieillir, selon vous, professeur Henry? Oh, pas dès la naissance. On commence à vieillir à partir de À la partir du naissance. moment où on est soumis. Alors, il y a les aspects génétiques, je n'y reviens pas, mais il y a tout le stress de l'environnement. J'ai parlé des radicaux libres parce que c'est interne, c'est externe, mais tout ce qui est ultraviolet, le froid, il y a tous les agents physiques extérieurs qui produisent un vieillissement au niveau de l'ADN, au niveau cellulaire, etc. Donc on est Et ça, attaqué quelque part, on est agressé par voilà, notre environnement en en permanence. permanence, oui. On a Extérieur ou voilà, avec l'ingestion de l'alimentation quelque part. la nature a bricolé, elle a privilégié la reproduction, ça c'est sûr. Vieillissement accéléré, je ne crois pas. En tout cas, on n'en a pas la preuve. Mais, et puis, en tout cas, on a les moyens et les connaissances aujourd'hui pour essayer de limiter les dégâts. Donc quelque part, soit ralentir le vieillissement, soit prolonger l'espérance de vie en bonne Exactement. santé. Ça, on va en parler. Est-ce qu'on vieillit tous pareil? Non. On n'est absolument pas égaux devant le vieillissement. Pourquoi? Cause génétique. Là, c'est génétique.
C'est génétique. Bon, je reviens à la lactase. On n'est pas capable, les uns ou les autres, d'absorber sans trouble la même quantité de lait. On peut aller d'un verre à 50 litres, moi j'exagère. Mais... Vous dites, on ne vieillit pas tous pareil. Vous dites la génétique. Est-ce que la génétique, c'est le seul déterminant de notre qualité de vieillissement? Non. Non. Si vous prenez deux personnes identiques et que vous les soumettez à un environnement différent, elles ne vieilliront pas de la même façon non plus. Il y a les deux qui interviennent. Les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Dans les facteurs environnementaux, il y a les agressions physiques, puis il y a la façon dont on se comporte. C'est là qu'il est le véritable challenge aujourd'hui. Ce sont nos comportements, avant tout, qui vont conduire aux pathologies chroniques. Qu'est-ce que vous appelez nos comportements? Je vais citer un exemple, les radicaux libres. 5% de l'oxygène respiré. Moi qui faisais peu d'exercice, quand je voyais les marathoniens ou les gens courir le dimanche, je ricanais. Parce que la production de radicaux libres est directement liée au métabolisme, et à l'intensité de ce métabolisme. Or, quand vous courez, vous produisez 10 fois plus de radicaux libres que quand vous êtes au repos. Et donc je me disais, bon, ils vont finir par être malades. C'est l'inverse. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? C'est une bonne question, ça. On a cherché un moment et on s'est aperçu que lorsque l'on produit un exercice physique, quel qu'il soit, il y a une régulation d'autres gènes qui se mettent en place. Je vous les ai dit tout à l'heure, ce sont les gènes qui produisent les protéines, les enzymes qui vont éliminer les antioxydants, la superoxyde dismutase, et la glutathion peroxydase. Ces deux enzymes qui éliminent les radicaux libres ont une production qui augmente pendant l'exercice. Et cette production augmente un peu plus que ne le voudrait la production accrue de radicaux libres. Et c'est pour ça, c'est une des raisons qui conduisent à ce que l'exercice, c'est un des meilleurs anti-vieillissement actuels. Exercice, un des meilleurs médicaments anti-vieillissement qu'on puisse avoir. On entend aujourd'hui beaucoup du mot épigénétique. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette expression des gènes, mettons, qu'on a, et c'est quoi l'épigénétique? L'épigénétique, je vais essayer de l'expliquer parce que c'est plutôt compliqué. Je reviens un peu en arrière, il y a une trentaine d'années, on disait un gène dans l'ADN égale une protéine. C'est faux. Un gène égale plusieurs protéines, parce que vous pouvez lire une partie, sauter une autre partie et lire la fin. C'est une deuxième protéine. Et on peut multiplier ça autant qu'on veut. Donc un gène, aujourd'hui, égale plusieurs protéines. Mais ça n'est pas tout. Il y a ce qu'il y a autour de l'ADN qui va réguler la lecture du gène. C'est ça l'épigénétique. Il y a énormément de facteurs. Alors, je suis loin d'être un spécialiste de ça. C'est sûr que ça joue sans doute un rôle dans le vieillissement, dans ce que nous apporte l'alimentation aussi. Qu'est-ce que nous devrons savoir quand on entend le mot épigénétique? Pour simplifier, comment est-ce que vous expliquerez à quelqu'un qui ne comprend pas, si possible, qu'est-ce qu'on doit juste savoir très simple quand on entend le mot épigénétique? Dans le vieillissement. Dans le vieillissement, alors l'épigénétique... Excusez-moi, reprenez. Dans le vieillissement. Dans le vieillissement, ou dans l'évolution de l'humanité darwinienne, il y a l'évolution des gènes soumis à la pression de sélection, qui est lente. Mais on s'est aperçu qu'il y a des évolutions beaucoup plus rapides, à l'échelon de 3-4 générations, qui sont dues à l'épigénétique. Et l'exemple le plus récent, c'est celui de l'usage du tabac, où il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois, qui montre que les petits-enfants et arrière-petits-enfants de fumeurs ont beaucoup plus de risques d'avoir un surpoids, à 2 générations près. Et ça, ce sont des facteurs que moi je ne connais pas, mais qui sont épigénétiques, ou qui la font, plus exactement.
Donc, c'est-à-dire, on modifie l'expression de nos gènes quelque part. Voilà. Et on modifie Nos comportements modifient de façon beaucoup plus rapide qu'on ne le pensait. Et je ne suis pas généticien, encore une fois, donc, je ne suis pas spécialiste de ça, mais nos comportements modifient à l'évidence l'expression de nos gènes. On l'a vu aussi dans cette fameuse histoire de la lactase, c'est que je crois que c'est au nord de la Finlande, les élevages intensifs de rennes a conduit les descendants de cette population d'éleveurs de rennes à digérer beaucoup mieux le lactose que les autres, parce qu'ils produisent plus de lactase. Ça s'est fait en 2-3 générations. Alors là, c'est sûrement pas l'évolution. Est-ce qu'ils n'auraient pas plus d'ostéoporose alors, s'ils produisent plus de lactose? Non, pourquoi il y aurait plus d'ostéoporose? C'est la question parfois qu'on pose sur les populations qui ingèrent énormément de produits laitiers. La question se pose si on est en surproduction ou surconsommation de calcium. Il n'y a rien là-dessus. D'accord. Éviter l'ostéoporose, c'est avoir de la vitamine D et du calcium. On l'oublie, mais c'est quand même ça, ça fait partie des fondamentaux. Le calcium, c'est minimum 1 gramme par jour, et la vitamine D, 100 000 unités. Alors aujourd'hui, la vitamine D, on a des schémas qui sont inférieurs aux besoins, des schémas thérapeutiques. Enfin, thérapeutique, c'est même pas de la thérapeutique, c'est de la prévention. On devrait, les mois d'hiver, c'est-à-dire d'avril à octobre, manger 100 000 unités de vitamine D par mois. UV12 par exemple, et de la vitamine D animale. N'en déplaise aux végans, aux végétariens, je suis désolé. Pourquoi? Parce que la vitamine animale, la vitamine D3, persiste beaucoup plus longtemps dans l'organisme que la vitamine D2, qu'elle est plus facile à trouver, que la vitamine végétale, on la trouve surtout dans les champignons. Et quand vous dites qu'il faut également, donc ça c'est 100 000 unités de la vitamine D3, dont on a besoin et quand on n'a pas suffisamment, vous avez aussi mentionné le calcium pour, Calcium, 1,20 g par jour, c'est bien. D'accord. Alors, calcium, 1,20 g par jour, sous quelle forme? Alors, c'est mieux dans les produits laitiers. Alors, produits laitiers, le lait et l'intolérance au lactose. Mais vous savez, aujourd'hui, entre l'intolérance au lactose et au gluten, moi j'en sors plus parce que tout le monde est intolérant à quelque chose. C'est une sorte de mode. Enfin, D'accord. Alors, elle existe, l'intolérance au lactose. Mais il y a des produits laitiers sans lactose. Les yaourts, il y a des résidus, mais quasiment rien. Et le fromage. Pourquoi il y a... Fromage de vache, brebis, chèvre, est-ce qu'ils sont tous égaux C'est pareil. dans le fait qu'ils n'ont plus de lactose? Absolument. Pourquoi? Parce que le fromage, c'est une transformation avec des bactéries. Elles ont bouffé tout le lactose. Donc il n'y en a plus. On ne peut pas être intolérant au fromage. Moi, j'y crois pas une seconde. Et par il contre, y a des résidus, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ce n'est pas ça qui... Bien sûr. Et les fromages, pour vous, elle apporte Alors, il y a des fromages très riches en calcium. Alors, je sais plus, mais les plus riches, vous avez le camembert, le parmesan. C'est très riche en fromage à pâte sèche, à pâte cuite, c'est tout ça. Dans le fromage, il y a pas mal de calcium. Et le yaourt aussi, c'est assez intéressant. Et puis, vous avez des produits laitiers, on ne lit pas assez les étiquettes, qui sont supplémentés en calcium et souvent maintenant en vitamine D. Vous y croyez à la supplémentation par les industriels dans les produits laitiers, professeur Henry? Je ne crois pas à grand-chose de la part des industriels, ça je l'aurais dit, mais dans la supplémentation, oui, pour ce qui est du calcium, en tout cas, oui. On oublie les eaux minérales aussi, qui peuvent être riches en calcium. Donc, juste pour qu'on comprenne, parce que là, on va un peu dans le désordre, l'importance du calcium, c'est quoi? C'est la santé osseuse? Non. 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 C'est quoi le calcium? C'est un ion, Ca++. Cet ion est un messager intra- et intercellulaire avant tout. C'est lui qui va transmettre le signal, donc pour la contraction du cœur, qui va transmettre des signaux entre les neurones. C'est un messager cellulaire, intra- et intercellulaire. Il y a ce qu'on appelle entre les cellules des canaux calciques. Nous ne pouvons pas vivre sans calcium. Et d'ailleurs, la calcémie est très finement régulée. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Alors,
Quand il n'y a pas assez de calcium, l'organisme, il va le chercher où? Là où il est. Et où il est le calcium? Eh bien dans l'os. Parce que l'os, effectivement, c'est une énorme réserve de calcium. Comment c'est fait un os? C'est comme du béton. Vous avez la ferraille, c'est le collagène. Et entre la ferraille, vous coulez du calcium, un mélange de calcium. Ça va donner quelque chose de solide, l'os. Alors, évidemment, ça sert à ça. Mais quand vous n'avez pas assez de calcium, que vous allez le puiser pour vivre, vous allez le piquer dans l'os. Et c'est là où vous provoquez l'affaiblissement des os. On en parlera tout à l'heure parce que c'est une de parties très importante dans votre métier. L'ostéoporose, absolument. L'ostéoporose. Mais il ne faut pas oublier, c'est ça, on a oublié que le rôle du calcium, c'est la vie cellulaire. C'est un messager cellulaire. Ça, on l'oublie. Donc, je vais juste boucler la boucle sur le calcium. On va la faire court. Fromage, yaourt, calcium 1,2 g par jour, important pour la santé osseuse, pour maintenir la robustesse. Et pour vieillir, je simplifie. Hein. Oui, 1 gramme, 1,20 g. 1 gramme 20. Il se déchire là-dessus. Et l'eau. Et l'eau. Pourquoi? Vous avez 2 types d'eau. L'eau du robinet. Vous avez des relevés, que vous soyez en appartement, en maison, c'est pareil. Vous êtes tenu d'avoir les relevés qui vont vous donner le taux de calcium par litre de calcaire. Ce qui n'est pas bon pour les machines, c'est bon pour nous. D'accord. Donc, on met des adoucisseurs. C'est idiot parce que c'est bon d'avoir du calcium. Et puis, vous avez les eaux minérales. Je crois que la plus riche, c'est l'épar. Où il y a, vous buvez une bouteille d'épar, vous avez votre calcium pour la journée. Alors, est-ce qu'on peut juste s'arrêter 2 secondes sur cette histoire de décalcificateur, d'adoucisseur d'eau qu'on achète à droite et à gauche? Mais oui. Vous dites que le calcium qu'on a dans l'eau du robinet, oui. Lui, il est bénéfique pour nous. Pour nous, mais oui. Pour la santé. Parce que ça apporte du calcium, tout simplement. Mais qu'on met des adoucisseurs. Sinon, on met du calgon.